Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente aujourd'hui de vous présenter les résultats d'une nouvelle enquête qui s'appelle l'IMAT, dont vous avez peut-être entendu parler ou dont vous avez même peut-être participé à cette enquête-là, pour estimer en effet les effectifs de Greb, Anatidé et Limicol Nischer en France. Ah, c'est ça. Alors, comme vous le savez, le suivi des populations d'oiseaux d'eau, c'est non seulement important pour la conservation, mais c'est aussi une obligation légale, notamment dans le cadre de l'article 12 de la directive oiseaux, où tous les 6 ans, les États doivent faire remonter les effectifs des tailles de population nicheuses de leur pays. Et bien sûr, un enjeu de conservation, parce qu'on va se baser là-dessus pour les listes rouges IUCN, mais aussi, par exemple, pour la gestion adaptative, par exemple, de la chasse. Je vous renvoie à la plénière de Mathieu Guillemin hier, par exemple. Et donc, finalement, les oiseaux d'eau, il y a de nombreuses données sur ces oiseaux-là. Ils sont quand même très bien suivis. On a une population hivernante qui est bien connue grâce au comptage au 15 janvier, les comptages aux wetlands. Aussi des distributions de ces espèces qui sont bien connues et en hivernage et en reproduction. Et c'est quand même des espèces phares qui sont très largement suivies par du bagage ou du tracking GPS. Mais finalement, les estimations des abondances des effectifs nicheurs, elles sont principalement basées sur des dires d'experts ou alors des suivis un peu plus localisés. Là, c'est un schéma qui vient du bilan de la directive oiseaux 2019. Et donc, ce dont on se rend compte c'est que pour beaucoup d'espèces, on a des inquiétudes ou alors même peu de données sur les populations nicheuses françaises. Donc, vous voyez en gris clair ou foncé, c'est quand on a un manque de données, donc inconnu ou incertain. Et en rouge, c'est quand on a des déclins. Et si on regarde par exemple chez les limicoles, on a plus de la moitié des espèces pour lesquelles, soit on a des déclins, soit on a des données pas assez de données, donc incertaines ou inconnues. Et on a ce type de phrases qui sont relevées aussi pour quand on demande un petit peu l'estimation des effectifs. Donc par exemple pour les chasses blanches, donc pas de nouvelle estimation depuis l'enquête Limicol Nischer 2010-2011, effectifs dénombrés probablement sous-estimés. Ou alors une autre phrase qui dit pour résumer autour de 200 couples pour le grand gravelot. Donc voilà, vraiment basé sur des dires d'experts ou expertes. Donc l'enquête 2010, elle a le mérite d'avoir existé, d'avoir donné des chiffres très importants qui ont été utilisés. Elle fournissait donc un cadre général, mais il n'y avait pas de protocole précis qui nous aidait un petit peu à savoir comment c'était recensé, et aussi pas d'instructions claires sur les choix des échantillons et comment les sites ont été choisis pour être suivis. Et donc, on peut se poser la question de l'extrapolation nationale, voilà, et qu'est-ce que ça représente et comment on peut après étudier des tendances par ce type de suivi. Donc finalement, nous, la solution qu'on essaie de proposer, c'était l'enquête SLIMAT, donc qui est un protocole unifié, robuste à l'échelle nationale. Et donc ça, je le dis, c'est important. Le but, c'était vraiment d'avoir un effectif à l'échelle nationale. Donc c'est pas des choses qu'on peut redonner après à des échelles plus localisées. C'est vraiment à l'échelle française. Et donc le but, c'était de remplacer l'extrapolation qui était faite par des avis d'experts par un échantillonnage probabiliste transparent et réplicable. Et aussi, je le dis et j'insiste là-dessus, c'est vraiment une collaboration qui a commencé en 2019 entre l'OFB et la LPO, et qui a été soutenu par un très large réseau de partenaires. Donc voilà, je pense que c'est très important de le dire aussi. Donc quand on lance une telle enquête sur un grand nombre d'espèces, forcément on se trouve confronté à des difficultés, notamment des aires de distribution qui vont être très différentes, dans des milieux contrastés, et aussi des connaissances qui sont variables d'une espèce à l'autre. Donc on va retrouver par exemple pour le canard colvert où finalement il va être sur tout le territoire très abondant, mais en effectif finalement assez inconnu, avec des estimations d'effectifs avec très large, on ne sait pas trop combien il y en a. Et au contraire, le courlis cendré, qui va être dans des habitats particuliers, très localisés et très suivis. Donc c'est pour ça qu'on a des espèces, dont le courlis cendré, qui étaient très localisés et déjà bien suivis, où il y a beaucoup de protocoles et de suivi déjà mis en place, où on cherche à faire une sorte d'évaluation exhaustive des populations nicheuses, qu'on a enlevé du protocole LIMAT que je vais vous présenter après, et où on s'est dit que là, en fait, on aurait de meilleures estimations en gardant ces suivis plus localisés. Mais pour les 25 autres espèces, on reste sur une distribution très inégale, donc que vous voyez donc en haut à gauche pour le chevet, non en haut à droite. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je le trouve plus. Il est où le chevet? Le souchet, le troisième à gauche en bas qui va être vraiment réparti à quelques endroits en France, ou de l'autre côté le colvert que vous voyez en bas à droite qui va être réparti sur tout le territoire encore. On a vraiment des grosses différences.
Alors ici, je vais demander toute votre concentration pour les quelques slides qui vont arriver, parce que je vais essayer de vous expliquer simplement ce qu'a fait Philippe Aubry. Donc Philippe Aubry, il est à l'OFB et c'est vraiment notre expert mathématicien et biostatisticien qui a développé cette méthode-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé le territoire français en mailles de 10 km par 10 km et on a gardé que les mailles dans lesquelles il y avait au moins une des 25 espèces qu'on souhaitait étudier. Donc ça, on se retrouvait avec 5211 mailles. Parmi ces mailles-là, on a fait, donc c'est pour ça que ça s'appelle un échantillonnage stratifié. Chacun des carrés que vous voyez là de 10 km par 10 km, il est mis dans une strate. Donc une strate, ça va être, est-ce qu'il y a dans ce carré entre 1 et 6 espèces d'intérêt ou plus. Donc vous voyez, plus le carré est foncé, plus on avait, alors c'est pas en abondance, hein, je dis bien en nombre d'espèces présentes, donc nicheuses des espèces d'intérêt qu'on avait. Donc voilà, on a donc cette représentation-là de la France séparée en petits carrés stratifiés. Et parmi, c'est un peu plus de 5000 mailles, on en sélectionne 2839, dans lesquelles on a au moins 15 mailles de 500 mètres par 500 mètres d'habitat favorable. Donc en gros, dans une maille de 10 km par 10 km, on recoupe en mailles de 500 mètres sur 500 mètres, et on ne garde que celles qui ont ce qu'on a défini comme habitat favorable, donc c'est où il y avait des zones humides. Et là-dedans, on a fait un tirage, donc c'est ça qui est le premier tirage, où on a gardé 285 mailles. Et là, c'est important, donc pourquoi on a stratifié avant? C'est que la probabilité qu'une maille soit tirée, elle dépendait du nombre d'espèces qu'il y avait dans sa maille. Plus il y avait d'espèces dans cette maille, plus il y avait de chances d'être tirée ensuite pour être gardée par la suite. Là, ce que vous voyez ici, c'est une maille de 10 km par 10 km, et dans laquelle on a fait donc ce découpage de mailles de 500 mètres sur 500 mètres. Et parmi elles, on a enlevé les mailles dans lesquelles il n'y avait pas d'habitat favorable. On a gardé que celles où il y avait de l'habitat favorable. Et ensuite, on a refait, donc là, c'est le deuxième échantillonnage. Parmi ces mailles-là, on a sélectionné 10 mailles de 500 mètres par 500 mètres. Et c'est celles-ci qui ont été échantillonnées sur le terrain. Donc, on a aussi noté, on avait 5 mailles de réserve. Donc ça, c'est tout bête. C'est si on nous dit, bah, j'ai pas pu accéder, l'observateur ou l'observatrice va nous dire, j'ai pas pu accéder à cette maille. Nous, on retirait dans ces mailles de réserve pour qu'on puisse continuer à avoir 10 USU, donc 10 mailles de 500 par 500 faites dans chaque carré. Là, je n'ai rien à dire, c'est juste pour vous remercier d'avoir écouté cette partie-là, parce qu'il n'y avait pas de photos d'oiseaux depuis un petit moment. Alors ensuite, chaque maille, elle a été visitée 3 fois dans le printemps, donc autour du 1er avril, 1er avril, 1er mai et 1er juin, en laissant à chaque fois au moins 20 jours entre les visites. Voilà, c'est les consignes qui étaient données. Avec des observations, si possible, faites dans les 3 heures après le lever du soleil ou 3 heures avant le coucher du soleil. Et toutes les données étaient collectées dans l'application Naturalist. Le but, c'était vraiment d'aller prospecter, de pouvoir voir l'ensemble de la maille de 500 mètres par 500 mètres. Ça, c'était vraiment très important. Et grâce à l'application, ça nous permet d'avoir des données qui sont géolocalisées, horodatées, qui indiquent l'espèce, et quand on pouvait le sexe aussi des individus observés, voire l'âge, mais aussi l'abondance et le code Atlas. Donc je pense que vous êtes nombreux, je vais passer rapidement, mais en gros le code Atlas c'est pour aller aussi au-delà un petit peu des comptages, pour noter le caractère reproducteur et qu'on sache un peu plus d'informations. Typiquement si on voit un couple, il est possible qu'il y ait de la reproduction. Bien sûr, si on voit des poussins ou un individu couvé, on sait qu'il y a qu'il y a eu de la reproduction. Alors, je trouvais ça important quand même de donner quelques petits chiffres en bref pour qu'on se rende compte de l'ampleur de l'IMAT. Donc, c'était 764 observateurs, observatrices qui ont été sur le terrain. Donc, merci à eux et à elles. 2428 mailles de 500 mètres par 500 mètres qui ont été visitées 3 fois. C'est pour ça qu'on arrive presque à 7000 visites de terrain. Et il y a 132 292 oiseaux qui ont donc été recensés, comptés. Et puisqu'on connaît le processus d'échantillonnage que je vous ai présenté avant, donc les probabilités de tirage de chaque zone, on peut estimer la taille totale de la population nicheuse à partir d'un échantillon de mailles pour chaque espèce. Alors, les résultats. Je vais passer un peu vite parce que bien sûr, je vais pas vous lister les 25 espèces comme ça, mais je vous explique un petit peu aussi la démarche. Donc, je vous avais dit qu'il y avait 3 passages par espèce, en nous basant sur la biblio et les atlas. On a retenu un passage par espèce, pour lequel on avait un nombre d'individus qui a été effectivement vu sur le terrain. À partir de ça, ça nous permettait, grâce au processus d'échantillonnage, d'estimer un nombre d'adultes à l'échelle nationale, à partir duquel, à nouveau ici, de manière avec une formule espèce spécifique, on pouvait estimer un nombre de couples.
Et ça, on l'a ensuite comparé au rapportage directive oiseaux pour qu'on se rende un petit peu compte, est-ce qu'on était loin, pas loin de ce qui se passait. Alors, pour vous inquiétez pas, hein, les chiffres seront bientôt disponibles. En gros, pour les limicoles, la fourchette, ce qu'on a obtenu, c'était assez proche de ce qui était connu, des valeurs qui étaient connues, notamment via les suivis qui étaient faits avant. Après, parfois, on avait des fourchettes très très larges. Hein. Je vais dire, par exemple, pour le gambette, entre 800 et 5000 couples, c'est un peu difficile d'être en dehors de fourchettes aussi larges, finalement. Mais après, on a des espèces comme le vanneau, pour lesquelles, finalement, on avait nettement moins de couples que ce qui était estimé par l'IMAT. Donc, en fait, à l'IMAT, on a eu moins de couples, tout simplement, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on se basait sur des habitats favorables de zones humides. Et forcément, pour le vanneau, il va aller se reproduire dans des mailles qui ont été enlevées. Et donc, voilà, on a une partie, mais on n'a pas l'ensemble. C'est pas très adapté pour cette espèce-là, en tout cas. Pour les anatidés, c'est exactement pareil, la démarche qu'on a faite. Donc ici, si vous voulez regarder, par exemple, pour le canard colvert, qui est la première ligne, donc le nombre de couples estimés par l'IMAT, c'est entre 235 600 et 295 000. Donc il y a vraiment une super estimation qu'on a pu faire pour ce type d'espèces réparties partout sur le territoire, parce qu'avant, avec le rapportage... je vais devoir aller vite. On avait entre 100 000 et 250 000 couples en estimation. Donc, des résultats qui étaient assez cohérents pour les canards de surface, très bons pour des espèces comme le canard colvert répartis sur tout le territoire. Et en revanche, des chiffres l'IMAT qui étaient vraiment beaucoup plus élevés pour certaines espèces, notamment pour le canard chipot. Là, je vous ai remis les chiffres pour le canard chipot, mais aussi les plongeurs, les oies et les cygnes. Et là, on se demande si c'est une croissance réelle ou est-ce que c'est la méthode. Voilà, quand même des questions là-dessus. Et au-delà de ça, donc je voulais juste finir en disant que grâce à ça, on a une base de référence scientifique importante. C'est un vrai outil pour la gestion et la conservation. Donc à nouveau pour pouvoir faire le rapportage directive oiseaux, mais aussi comme vous l'avez vu hier dans la présentation de Mathieu, on a besoin de données pour faire de la gestion adaptative. Donc ça sert aussi d'avoir des programmes comme ça qui nous permettront de nourrir le processus de gestion adaptative. Et l'IMAT a vraiment créé une collaboration. Il a encore prouvé l'importance de ce réseau. Donc, CFO, c'est aussi très important de rester fédéré pour pouvoir faire ce type de choses. Donc, rendez-vous en 2028 pour la prochaine édition. Et voilà les publications qui viennent de cette étude. Merci beaucoup, Charlotte.